à toutes et à tous, merci de nous rejoindre donc pour cette dernière journée de cette 14e édition des Web Days de Béjaïa qui se déroule sous le développement, sous le thème développement durable et développement local. Donc on assiste aujourd'hui, après le lancement des Startup Weekend hier, à une autre conférence qui est animée par Benoît Guillot, donc qui est consultant enseignant en développement durable, intervenant en sa qualité d'enseignant aussi à l'université et à l'école d'ingénieurs centrale de Lille, à l'université d'Evry Val d'Essonne. Il va nous parler aujourd'hui de la durabilité comme opportunité, ou plutôt comment intégrer de manière stratégique et efficace cette durabilité dans le mode de fonctionnement des entreprises. Donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais remercier les Web Days, l'université de Béjaïa, ainsi que tous les partenaires de cet événement de m'avoir donné la possibilité d'intervenir aujourd'hui. Donc, le thème de cette conférence, c'est la durabilité comme opportunité. On entend souvent les entreprises parler de développement durable et dire ce qu'elles font de manière éthique dans leurs activités. Chaque année, elles sortent, en tout cas pour les entreprises du CAC 40, les 40 plus grosses cotations boursières en France, des rapports de développement durable dans lesquels elles présentent leurs améliorations en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de parité à des postes de management, de bonnes pratiques diverses et variées. Cependant, toutes les entreprises ont... il n'y a pas d'entreprise durable dans le sens où elles ont toutes des impacts sociaux, elles ont toutes ces impacts environnementaux, elles ne répondent pas entièrement aux attentes de leurs parties prenantes. Là, j'ai pris deux exemples. Donc BNP Paribas, qui continue d'investir dans des centrales à charbon, et Sophie Protéol, qui est un grand négociant de matières premières végétales, qui investit massivement et substitue à la culture alimentaire, par exemple de maïs, la culture de maïs à des fins de biocarburants. Voilà, ces deux exemples qui ont été primés par un prix qui est désormais connu en France, qui s'appelle le prix Pinocchio, et qui récompense des entreprises qui se présentent sous un jour éthique, sous une face éthique, avec en occultant leurs impacts environnementaux. Alors, quel est mon avis sur la question? En fait, comme je vous le disais, très peu de choses aujourd'hui sont durables. Par exemple, au niveau des pays, très peu de pays vont combiner un IDH élevé, un indice de développement humain, c'est-à-dire de bonnes performances en termes d'éducation, d'espérance de vie et de santé, et une empreinte écologique basse. J'ai pris l'exemple ici de quelques pays au niveau global. Cette empreinte écologique est d'une planète et demie. C'est-à-dire que on vit davantage sur notre capital que sur les intérêts de ce que vont produire les écosystèmes. Alors, il y a déjà une confusion sur la notion de durabilité. Mais quand on parle de durabilité, on pense également aux menaces. On entend tous les jours parler de catastrophes, parler de ces augmentations d'impact, de ces pollutions, de ces phénomènes météo extrêmes, des inondations, sécheresses, de l'augmentation des inégalités, de la corruption. Dans une société durable, dans une société saine, ces phénomènes existeraient. Mais la particularité du contexte d'aujourd'hui, c'est que ces phénomènes augmentent de manière systématique. Une augmentation systématique nous fait franchir des seuils qui, par conséquent, nous mettent dans une situation d'imprévisibilité. Aujourd'hui, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dépasse les seuils
des 400 000 dernières années. C'est-à-dire que sur toute la période de l'Holocène, nous n'avons pas atteint des seuils aussi élevés de concentration de CO2. Le Stockholm Environmental Institute a également mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels les activités humaines ont des impacts et peuvent créer des dommages irréversibles. La biodiversité est un exemple de ces domaines dans lesquels les activités humaines causent des dommages irréversibles. On dit que d'ici 2030, c'est environ 50% des espèces qui vont disparaître. Au niveau du changement climatique, on a encore la possibilité de faire quelque chose et c'est notamment de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc deux choses, durabilité, ce qui évoque de la confusion autour de la notion de durabilité et des menaces. Cette confusion et ces menaces s'appliquent également à l'entreprise. C'est-à-dire que pour les entreprises, nous nous trouvons dans une situation où la marge de manœuvre se réduit due à ces phénomènes. On a un épuisement des ressources naturelles qui crée à l'augmentation du coût de ces matières premières. On a également des risques de réputation. On a une série de phénomènes qui réduisent la marge de manœuvre des entreprises dans le temps. Donc aujourd'hui, pour reclarifier ce qu'on entend par durabilité, on va se poser deux questions. C'est-à-dire, quelles sont les causes fondamentales de non-durabilité? Quelle est la contribution des organisations à ce qui aujourd'hui n'est pas durable? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus contribuer à ces problèmes de manière stratégique, de manière à créer des bénéfices pour les entreprises? Donc cette intervention, elle se déroulera en deux parties. Premièrement, je vais donner une explication des fondements scientifiques de la durabilité. Et deuxièmement, présenter une description, une méthode de mise en œuvre d'une démarche de développement durable pour les organisations. En clair, je parle de confusion et de menaces. Comment aller de ces confusions et des menaces aux compétences et à l'inspiration? Pour ça, je vais utiliser une méthode. Cette méthode, elle est le fruit de 20 ans de recherche. Ce sont des Suédois qui, au début des années 90, se sont posé la question de comment on pouvait intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au planning des organisations et également des collectivités. Alors, peut-on imaginer aujourd'hui un modèle de société durable caractérisé par le bien-être des individus et le respect de l'environnement? Donc, existe-t-il une définition permettant d'informer nos décisions de planning d'investissement qui serait utilisable également dans le développement des produits et des services? Car si le développement durable est un processus de transition à une société non durable, à une société durable, à une situation non souhaitable, à une situation souhaitable, à une situation non viable, à une situation viable, est-ce que la science permet de définir ce que c'est cette durabilité, c'est-à-dire un système qui peut continuer à fonctionner de manière indéfinie? Aujourd'hui, la technique de planning la plus utilisée s'appelle le forecasting, la prospective. On se sert des tendances du passé pour prévoir l'avenir, pour se préparer à l'avenir. Or, si on avait une idée claire de ce qu'on souhaitait vraiment dans l'avenir, on aurait la possibilité d'effectuer ce qui s'appelle du backcasting, c'est-à-dire de planifier à partir du futur. C'est ce qu'on a fait au cours de l'atelier Innovation durable. On a imaginé, j'ai posé la question aux participants dans différents contextes,
de quel futur ils souhaitaient. Puis on s'est demandé, on s'est posé la question de l'écart qu'il existait entre la situation idéale future et la situation présente. Et les participants ont suggéré des actions pour se rapprocher de cette vision idéale. C'est un processus de planning tout simple. Mais c'est cette logique qu'ont utilisé les scientifiques suédois quand ils se sont posé la question de comment on pouvait définir la durabilité. Alors, ils sont revenus en arrière et se sont posé la question de comment fonctionnait le système au cours de la période de l'Holocène, au cours de laquelle, sur des dizaines, des centaines de milliers d'années, la biosphère est demeurée dans un équilibre dynamique. Donc voilà les quelques caractéristiques du système au moment de l'Holocène, c'est-à-dire qui permettait aux sociétés humaines de continuer à exister indéfiniment au sein de ces cycles. Ils se sont appuyés sur les sciences physique, chimie, thermodynamique, sciences des systèmes complexes, mais également donc, pour définir les aspects environnementaux. Et sur les aspects sociaux, ils ont eu recours au travail d'un économiste chilien qui s'appelle Manfred Max Neef, prix Nobel alternatif, le Right Livelihood Award, qui a fait une recherche différente de celle de Maslow, qui a théorisé cette pyramide, sur un autre modèle théorique pour les besoins. Max Neef a identifié 9 besoins fondamentaux qui sont les mêmes, peu importe les cultures, les époques, les niveaux sociaux. Des besoins qui sont des états internes et qui sont, comme je vous le dis, non hiérarchiques. Il suffit de se poser la question, que m'arriverait-il si j'étais privé de la satisfaction d'un de ces besoins? Ça attaquerait notre possibilité d'être. Ces 9 besoins sont la subsistance, bien sûr, la protection, l'affection, la compréhension, la participation, l'identité, la créativité, la liberté, le repos, loisir, mais également on peut y ajouter la spiritualité. Max Neef considère que la satisfaction de l'ensemble de ces besoins permet de vivre une vie sur le long terme. Donc c'est un travail qui est centré sur l'individu. Il y a d'autres recherches qui peuvent être utilisées dans ce modèle-là et qui caractérisent plus les interactions sociales et les besoins à satisfaire en société. Ensuite, ces scientifiques ont observé la multitude d'impacts qu'avaient les sociétés humaines et ont essayé d'identifier des dénominateurs communs, c'est-à-dire d'identifier les causes fondamentales de non-durabilité. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que notre société n'est pas durable? Ils en ont identifié 4, 3 environnementales et une sociale. La première, qui est donc une violation des lois de la nature, de l'équilibre qu'on a pu mettre en avant dans la slide précédente, c'est qu'on a recours à des substances extraites de la croûte terrestre, des métaux, pétrole, gaz, charbon, phosphore, etc., qui va augmenter de manière systématique en concentration dans la biosphère ou des parties de celle-ci. Le deuxième mécanisme de destruction, qui va modifier l'équilibre, qui va, perturber les conditions de fonctionnement du système, c'est l'introduction de substances de synthèse, de molécules produites pour l'industrie, qui augmentent également en concentration, de manière systématique, dans la biosphère ou une partie de celle-ci.
Donc on parle là de PCB, des DDT, des gaz fréons, etc. Le troisième mécanisme de destruction, c'est la destruction physique des écosystèmes. L'urbanisation des terres fertiles ou l'agriculture intensive. On a également à ce niveau-là la déforestation, la surpêche, qui sont des exemples de destruction physique des écosystèmes. Et enfin, les obstacles qui sont mis sur la capacité des individus à répondre à leurs besoins. Ces 4 causes fondamentales de non-durabilité, érigées en principe, posent des conditions pour évoluer vers la durabilité. C'est-à-dire que si on veut avancer vers une société durable, vers une organisation durable, il faut viser à réduire et à terme éliminer notre contribution à ces mécanismes de destruction. Donc, dans une société durable, la nature n'est pas soumise à une concentration des substances extraites de la croûte terrestre, de ces substances produites par la société, de la destruction des écosystèmes, et les individus ne sont pas soumis à des conditions, à des contraintes sur leur capacité à répondre à leurs besoins. Alors voilà, je vous ai présenté une perspective scientifique, mais ce qui est également intéressant, c'est j'ai illustré cette slide avec ici des scientifiques et ici un groupe de personnes. Ce qui est très intéressant que quand on a recours à l'intelligence collective, en posant la question à des groupes de personnes, on arrive généralement aux mêmes conclusions que ces scientifiques. En fait, les conditions de durabilité au sein d'un groupe sont assez intuitives. Et c'est ce qu'on a fait avec au cours de l'atelier Innovation durable. Donc, mercredi, avec tout un groupe de participants au Web Days, on a travaillé sur 8 défis qui concernent les activités dont dépend aujourd'hui notre qualité de vie, dont dépend aujourd'hui notre niveau de vie, et dans lesquels il est très important de prendre en compte les enjeux socio-environnementaux. Donc on a bien sûr pris le cas de ce que les participants connaissent, c'est-à-dire d'ici en Algérie. Poser la question de ce qui n'était pas durable dans l'énergie, l'éducation, les déchets, transport et l'eau. Alors j'ai pris l'exemple ici de ce qui était ressorti de cet atelier. Premièrement, on a identifié les impacts, ce qui caractérise aujourd'hui la réduction de la marge de manœuvre dans le domaine de l'énergie. Un impact est ressorti, c'est celui de la production d'énergie à partir d'électricité à partir d'énergies fossiles, qui sont donc épuisables. J'ai posé la question de comment le groupe imaginait l'énergie dans une société durable. J'ai eu cette réponse. On voudrait un meilleur emploi des énergies renouvelables pour une indépendance économique. Cette vision leur a permis de proposer plusieurs pistes d'action et d'en sélectionner une en particulier qui était la création d'un lobby qui allait faire un plaidoyer pour une priorisation des énergies renouvelables. Un deuxième défi concernait l'éducation et le groupe en question a évoqué les grèves, des programmes surchargés ou insuffisants ou une manque d'intégration au monde professionnel dans l'éducation. Ce qui aujourd'hui limitait les perspectives dans le domaine. Puis, j'ai fait une petite erreur sur mon slide, mais ils ont souhaité en fait que l'éducation contribue à améliorer, en termes, permettre une éducation civique et morale. Ils ont proposé plusieurs idées d'action, comme le coaching et l'accompagnement d'enfants, des réunions dans les quartiers, une sensibilisation, des messages courts à la télé.
et ils se sont mis d'accord sur lancer une action de coaching et d'accompagnement d'enfants, donc pour avancer dans la bonne direction. Donc, avoir une vision, c'est un modèle simple, permet, qui serait, entre guillemets, respecterait ces principes de durabilité que j'évoquais, permet d'envisager une situation d'abondance dans laquelle on sort de cette situation où la marge de manœuvre se réduit. Pour les organisations, elles ne peuvent pas devenir durables du jour au lendemain. Elles peuvent, le signe qu'elles ne sont plus durables, c'est généralement quand elles doivent corriger leurs activités de manière urgente. C'est le cas de Volkswagen actuellement, qui a, vous avez sans doute entendu parler du cas, qui a créé un logiciel pour faire de la fraude au contrôle technique sur les émissions de carburant aux États-Unis, et ils sont aujourd'hui victimes ou en tout cas sujets à des procès et des risques pour leur réputation. Le signe également qu'on n'est plus durable, ce sont des investissements qui sont perdus, ou la perte de part de marché. Mais il est également très difficile d'être durable du jour au lendemain. Mais on peut, comme on dit, évoluer dans ce qu'on appelle une smart zone, c'est-à-dire une prise en considération progressive de ces principes de durabilité ou d'une vision durable en fonction du contexte dans lequel on évolue. Donc la méthode de planning reprend les éléments que je vous ai présentés ici. La méthode de planning qui s'appelle ABCD, c'est premièrement partager un langage commun, un même schéma mental et une même vision. Se poser la question de quel est l'écart par rapport à la situation idéale, faire un diagnostic de durabilité de l'entreprise, proposer des actions d'amélioration, et évoluer vers la vision de durabilité. Les critères stratégiques qui sont généralement suggérés sont: est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on ne va pas dans l'impasse? C'est-à-dire, est-ce que la prochaine étape, est-ce que le prochain investissement est suffisamment flexible pour nous permettre de continuer le processus dans l'avenir? Et l'action génère-t-elle suffisamment de retour sur investissement, qu'il soit technologique, culturel ou financier, pour également continuer le processus? Donc j'ai pris deux exemples d'entreprises qui ont utilisé cette méthode. C'est premièrement Interface, c'est une société de moquettes, leader mondial de la moquette américain, qui ont considéré ces principes de durabilité comme le sommet de la montagne sustainability. Et au cours de leur parcours, commencer par les actions les plus stratégiques, entre guillemets, les actions qui sont à portée de main dans un premier temps et qui permettent de réaliser de gros bénéfices pour pouvoir financer l'étape suivante. Dans les 3 premières années de mise en œuvre de ces démarches-là, Interface a réalisé des économies considérables, et je vous invite à lire le cas d'étude qui est disponible sur Internet ou dont je peux vous transmettre les références. Bon, la logique d'Interface, c'était de s'inspirer des lois de la nature, de ne pas transgresser les lois de la nature, c'est-à-dire passer d'un modèle linéaire, donc qui consiste à prendre, à extraire, à transformer et à jeter, à un système inspiré de la nature et des cycles naturels qui consiste à considérer les déchets comme une ressource potentielle. Donc sur ce schéma, on voit le fonctionnement, les flux de matière et d'énergie d'Interface avant la mise en œuvre de ce modèle.
donc qui utilise les ressources de la lithosphère, donc les matières extraites de la croûte terrestre, et qui, en passant par les marchés, finit incinéré ou en décharge. Un modèle circulaire avec une boucle technique au recyclage et également la réutilisation ou en tout cas la possibilité de composter et de biodégrader des substances d'origine végétale. Nike, en proie à de graves problèmes de réputation dans les années 90 avec le travail des enfants en Asie, a également travaillé sur ces 4 principes de durabilité, non plus là en parlant d'un sommet du mont Sustainability, mais en appelant ça l'étoile du Nord pour indiquer la direction à suivre. Malheureusement, ils n'ont pas poursuivi dans leur démarche. Une démarche de développement durable, en se dégageant de cette marge de manœuvre qui se réduit et qu'on a mis en avant à travers la métaphore de l'entonnoir, permet de générer les bénéfices suivants. Donc de faciliter la prise de décision, de gérer les problèmes de risque liés à la santé, améliorer la productivité et la motivation, l'innovation, l'image, réduction des coûts et l'accès au financement. En fait, il y a 5 domaines dans lesquels une stratégie de développement durable permet de créer de la valeur. Celui de l'innovation produit ou service, mais également de tester, d'explorer de nouveaux modèles économiques, comme ceux du leasing, de remplacer la vente d'un produit par son usage. On parle de servuction. Il y a également l'éco-efficience au niveau des opérations, la motivation du personnel et également des nouvelles formes de gouvernance pour ce qui concerne les ressources humaines et le management. Et enfin, de travailler sur le reporting et la communication. Voilà, je vous remercie de votre présence.